La radio de la communauté, nous sommes le 14 août 2017. Invité de ce journal, Sadio Morel-Kanté. Alors, bonjour Sadio. Bonjour, Jean Lewis. Voilà, il y a bien longtemps que vous avez été sur cette antenne et vous revenez cette fois parler de l'indépendance du Congo avec nous et éventuellement nous aborderons quelques questions que vous avez soulevées dans l'un de vos postes d'aujourd'hui, notamment la question de la dette. Je vois la question du rapport entre le Congo et le FMI, notamment les négociations qui pointent à l'horizon. Alors d'abord, l'indépendance du Congo, ce sera demain. Votre point de vue là-dessus? D'abord, nous avons vu que nous avons affaire à un président maladivement, dépensièrement maladif. Il a fait le challenge de faire des municipalisations accélérées pendant 11 ans, en allant de ville en ville, surtout pour se construire à lui-même des châteaux, des aéroports, et pas d'écoles, pas d'hôpitaux, pas pas de structures qui permettent au peuple de sentir qu'il bénéficie de la manne pétrolière, de l'argent qui est le sien. Donc aujourd'hui, c'est le retour à Brazza avec déjà plein de couacs, hein, parce que ça a commencé avec notamment la Coupe du Congo, où il n'y avait personne dans le stade. Dans le stade, les gradins étaient totalement vides. Et puis que son protocole a fini par lui dire de ne pas venir parce que le stade était tellement vide. Je pense que pour eux, c'est synonyme de honte ou de gêne. Donc, il n'était pas présent au match de football, alors que chaque année, il est présent la veille de l'avant-veille de la fête de l'indépendance. Et en plus, il avait annoncé la venue d'un chef d'État étranger. Après, ça a été désannoncé. Donc, il le passera seul. Là, ça montre qu'il est vraiment l'ami qu'il faut cacher, quoi. Personne ne veut plus se présenter avec lui. Et demain, ça sera la fête de l'indépendance en toute prospérité par rapport au faste des années passées. Tout ça parce qu'il n'y aura pas d'argent, parce qu'il a vu, il a vu beaucoup plus dans la gestion de l'économie congolaise. Il a privilégié l'enrichissement de sa famille, l'enrichissement de sa famille et de ses proches, plutôt que de mettre le pays sur les rails, parce qu'on aurait pu devenir un petit Dubaï, hein, avec tout ce que nous avons reçu, mais il semble même que les fonds des générations futures ont disparu. Donc, ça va se passer sous fond d'austérité et pas d'amis, personne. Il sauve encore la mise en faisant croire encore à ses proches qu'il est fort alors qu'il est complètement diminué, quoi. Oui, Sadio, nous reviendrons sur cet aspect qui concerne l'isolement international du régime dont vous parlez dans la dernière partie de cet entretien, mais je voudrais que nous mettions l'accent dans un premier temps sur l'indépendance comme telle. Est-ce que le 15 août 1960 était pour vous une illusion ou une opportunité qui était donnée aux Congolais eux-mêmes de prendre en charge le destin de leur pays? Bon, moi, je ne pense pas que l'indépendance politique est à privilégier quand économiquement on n'est pas fort. Quand je pense aux pays comme le Canada, comme l'Australie, qui n'ont pas eu d'indépendance, n'ont pas eu besoin d'indépendance politique, mais que économiquement, ils n'ont rien à envier avec la Grande-Bretagne, qui est leur pays de tutelle. Donc, c'est bien d'avoir l'indépendance, c'est mieux d'avoir l'indépendance politique que l'indépendance économique. L'indépendance politique, nous l'avons vu dans plusieurs pays, a permis à donner du pouvoir à des individus. Vous avez vu les premières années des indépendances en Afrique et aussi le Congo n'a pas fait exception. On a vu qu'il y a eu beaucoup de coups d'État pour que les hommes se succèdent à gérer, à plutôt être des sous-préfets parce que ils étaient à la solde de la volonté des Occidentaux. Donc, ce pouvoir politique a permis d'asseoir le pouvoir des hommes plutôt que d'asseoir un pouvoir économique fort qui puisse bénéficier au peuple et ainsi garantir aussi la souveraineté des peuples. Donc,
on a raté beaucoup de coches. Et même si dans certains pays africains, ils ont pu s'en sortir et puis prendre le rail démocratique, le Congo, avec Sassou, notamment dans le tournant de 97, a fait encore un recul, hein, un très grave recul où on a vu que l'homme se veut beaucoup plus omniprésent, le culte de la personnalité, comme à l'époque stalinienne. Tout se passe autour de lui, trafic de générosité. Quand l'État investit quelque part, il nous fait croire que c'est lui qui a investi, comme s'il était venu avec un trésor de son village avant de prendre le pouvoir, enfin de voler le pouvoir au Congo. Parce que lui, à chaque fois qu'il est venu, il a volé le pouvoir pour s'installer, que ce soit en 79 ou en 97. Alors, revenons maintenant sur cette mainmise de la France sur le pays. Dans quelle mesure vous pensez que les Africains comme tels, je mets de côté l'aspect mauvaise gestion de la chose publique, dans quelle mesure peut-on dire que les Africains sont, ou les Congolais, ont la liberté de gérer le pays comme il se doit? Est-ce qu'ils ont une marge de manœuvre au-delà de cette mauvaise gestion? Bon, je crois qu'aujourd'hui, on peut tout reprocher à Alassane Ouattara, sauf la mauvaise gestion, ou à certains pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont su créer des excédents budgétaires pour avoir des réserves qui leur permettent de ne pas connaître des fluctuations ou l'humiliation de l'Occident. Nous, au Congo, économiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'argent qu'on a eu ne nous a même pas permis de créer une usine d'allumettes ou de bonbons. Est-ce que ça, on le mettrait sur le compte de l'occidental? Est-ce que la même mise de l'Occident ira jusqu'à dire qu'il ne faut pas développer tes compatriotes? Il faut pas, parce que là, quand on a vu certains rapports de Doing Business, le climat des affaires, qu'est-ce qui se passe au Congo? Partout ailleurs en Afrique, quand en 3 jours, on peut créer une entreprise, au Congo, il faut légalement, hein, officiellement, ils disent 163 jours, donc environ 6 mois, ce qui est faux, on met des années, et ou encore on n'en a pas du tout. Donc, officiellement, on présente le pays comme le pays des opportunités, où tous les Congolais et même les étrangers peuvent venir et investir et tout ça, mais sur les faits, on privilégie beaucoup plus les étrangers que les Congolais. Donc, ça montre à suffisance que ce pouvoir a cette envie de tenir, on laisse ces populations, ne pas leur permettre de se développer économiquement. Or, quelqu'un qui ne se développe pas économiquement, qu'est-ce qu'il devient? Un parfait sujet. Et on a pu voir les conséquences. Aujourd'hui, au Congo, les gens pensent que on devient riche en faisant de la politique. Alors que partout ailleurs, on sait que c'est en faisant les affaires qu'on devient riche. Donc, les gens ont été pervertis, les choses ont été renversées, les compréhensions ont été étriquées, ainsi que les visions. Donc, le Congolais, son autonomie, autant il pense qu'il dépend d'un homme, d'un pouvoir, autant ce pouvoir aussi pense qu'il dépend de l'Occident, alors qu'on peut s'en défaire. Pour vous qui êtes au Canada, Jean Lewis, vous êtes aux USA. Aux USA, à Chicago, vous êtes voisin des pays latinos. Vous avez vu comment Hugo Chavez et Morales ont pu s'imposer pour donner, pour nationaliser leurs ressources. Ils ont plié les Occidentaux à accepter leurs prix, leurs conditions pour asseoir leurs économies. Donc, je pense que nous, les Africains, si nous le voulons aussi, cela peut arriver. Et donc, il fallait beaucoup plus insister sur l'indépendance économique que l'indépendance politique, qui est une illusion. Une illusion, vraiment. Parce que, voilà, donc, ceci nous permet donc... Ouais. Je ne vois pas un chef d'État africain avec la liberté totale d'agir. Rien que si on voit comment, pour stabiliser le franc CFA, il faut dépendre de l'euro. Hein, il faut mettre son argent dans le club de Paris ou le club de Londres ou dans la Banque de France et ne pas pouvoir prendre crédit avec son propre argent. C'est déjà voilà, un problème. Bon, ceci nous permet d'aborder le volet que vous soulevez dans l'un de vos posts d'hier, je crois, sur Facebook, notamment le problème, voilà, sur l'explosion sociale avec cette multitude de grèves que nous connaissons à Brazzaville. Alors, vous pensez que ça préfigure déjà une chute imminente? Est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée-là? Oui, mais parce que là, l'implosion est claire. Hein. Nous avons déjà
dans la fonction publique, 16 000 personnes qui sont licenciées. 16 000 personnes sur moins de 90 000 salariés de l'État. Hein. C'est beaucoup, c'est énorme. Donc, ça veut dire que 16 000 fois 5, c'est beaucoup parce que c'est l'emploi nourrit directement ou indirectement beaucoup de personnes chez nous. On le sait, c'est toute une famille. Et au-delà de la famille, même les voisins peuvent vivre de ce salaire-là, et les cousins et les parents au village. Donc, quand je dis les 16 000, il faut les multiplier par 5, c'est le minimum que je prends là. Donc, et ce qui est intéressant dans ça, c'est que les grèves sont acceptées hein, maintenant. Les gens peuvent aller en grève aujourd'hui. La dernière fois qu'il y a eu répréhension, c'est lorsque cet étudiant-là, Mambeke, a lancé des tracts. Et je crois qu'après, il y a eu beaucoup d'appels de grève sans que les autorités n'interviennent pour casser ça comme d'habitude. Ça présage de quelque chose. En dehors de ça, rien que dans le secteur pétrolier, on a vu qu'il y a 70% de licenciements. Donc, les populations, c'est des informations cachées aux populations, mais les effets se ressentent. Aujourd'hui, pour manger à Brazzaville, c'est tout un problème. Pour manger dans l'étendue sur l'étendue du territoire, ça dénote d'une démarche titanesque aujourd'hui, alors que cela devrait aller de soi. En plus du fait qu'on disposait déjà pas, on n'avait pas l'accès facile à l'eau, pas d'accès facile à la santé, pas d'accès facile à l'électricité. Donc, je pense que le caractère implosion est déjà assis. Alors, maintenant, et vous pensez dans le même poste que ce climat social très tendu amènera le régime à accepter les mesures drastiques du FMI, notamment la discipline budgétaire, ce qui ne les arrange pas. Ouais, non, ça, ils ne peuvent même pas refuser. Hein. Ils ne peuvent même pas refuser les mesures drastiques, les coupes budgétaires pour relever un tant soit peu l'économie. Hein. Je ne pense pas que le FMI viendra injecter de l'argent ou s'il y aura, ça sera très peu. Mais ils feront des coupes budgétaires, ils vont licencier, ils vont aller aux privatisations, ils vont peut-être même aller jusqu'à imposer les départs anticipés à la retraite. Ce qu'on a vu dans les années 80, milieu des années 80 et 90, qui a fait beaucoup de secousses en Afrique. Il y a eu beaucoup de grandes sociales justement à partir de ce moment-là, parce que c'est très difficile aux populations qui étaient habituées à vivre avec un certain niveau en gagnant un salaire, de se voir compressées et jeter dans la nature du jour au lendemain avec des familles à ne rien faire. Je crois que là, Sassou n'y peut rien, cette mesure interviendra et c'est à ce moment-là que il se verra réduit, dépouillé naturellement de ses pouvoirs, hein, des pouvoirs qui alors, vous pensez que ce sera là des conséquences à court terme de politique, bien sûr, de cette collaboration ou bien de ces négociations avec le FMI? Vous pensez que le régime peut survivre justement ces coupes budgétaires? Si le régime survit, c'est que c'est nous qui n'aurons pas fait ce qu'il faut, c'est-à-dire le perturber. Et nous allons encore lui montrer à ce président-là qu'il est fort alors que c'est nous qui sommes faibles devant lui. Donc, si ce régime ne vacille pas, s'il ne tombe pas, comme en 92, après justement les coupes drastiques de 86, c'est que nous aurions failli. Parce que jusque-là, nos arguments, c'est nous sommes traumatisés par les différentes guerres, alors qu'on a vu la Côte d'Ivoire tenir quand même plus de 9 ans de crise sociopolitique et de pouvoir se relever, tenir 2 élections et renflouer son économie et aller à des mutineries. Il y a toujours des gens qui meurent. Nous, on refuse de sortir en craignant de mourir, alors que autant Sassou nous tue, autant nous pouvons le tuer. Je ne fais pas appel à la violence, mais c'est un schéma que je dessine. Donc, il n'est pas le seul à pouvoir tuer. Tout le monde peut tuer si on se met dans la dynamique de la violence. Donc, quand le peuple se lève, normalement, un dictateur qui ne veut pas mal finir cherche une issue de sortir et sortira. Bon, c'est aux Congolais de comprendre ça et de saisir l'opportunité, cette occasion, pour pouvoir de plus en plus fragiliser Sassou, parce que je ne pense pas que le FMI, son rôle sera de faire partir Sassou, mais
ce qu'il imposera à Sassou créera les conditions pour les populations de se révolter parce que personne ne tiendra face à. Et puis chez nous, c'est d'autant plus difficile qu'il n'y a pas si longtemps, Sassou a bénéficié des institutions du Bretton Woods, des PPT. Sa dette a été effacée et que pendant 15 ans, il a bénéficié d'une manne inespérée et qui a donné beaucoup d'argent. Il a préféré l'utiliser pour sa famille, pour lui et pour son plaisir. Voilà qu'il s'est piégé lui-même. Hein. Donc, si le jour où le peuple se lèvera comme un seul homme pour traquer Sassou, ça sera parce que lui-même aura aussi créé cette ambiance-là. Hein. Voilà, c'était… oui, allez-y. Ouais, il n'aura pas pensé à faire le partage équitable des ressources avec les populations pour qui il n'est que le gestionnaire. Hein, il n'est pas puissant sans son peuple. Hein, c'est le peuple qui a tout le pouvoir. En fait, ailleurs, c'est comme ça. Il gère pour que tout le monde puisse avoir sa part, mais ça n'a pas été le cas avec lui. Voilà, c'était donc Sadio, notre compatriote Sadio Morel-Conté de la diaspora de France et qui est journaliste indépendante là-bas, qui nous parlait, donc nous parlions avec elle de l'indépendance du Congo-Brazzaville, mais aussi des problèmes de tensions sociales, notamment la crise économique à Brazzaville et les rapports, les négociations en vue entre le FMI et le Congo. Merci Sadio et je te retrouve certainement dans 2 semaines. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.